Nous allons vous décrire ici une technique infiniment précise, infiniment fragile, située au carrefour de la biologie de la reproduction et de la génétique. Les couples qui viennent nous voir nous demandant cette technique sont effectivement des couples qui sont pleins d'espoir, mais qui sont aussi pleins de désespoir, c'est-à-dire qui sont, dans la majorité des cas, à la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Ils ont eu des enfants atteints, ils ont eu des interruptions médicales de grossesse, et donc effectivement on représente un dernier espoir, la dernière solution pour eux d'avoir des enfants sains, et c'est le diagnostic préimplantatoire. Le diagnostic préimplantatoire est un diagnostic génétique pratiqué sur l'embryon. Seuls les embryons sains seront implantés dans l'utérus de la mère. Ainsi, pour ces couples qui risquent de transmettre une maladie génétique grave, le désir d'enfant passe d'abord par le périlleux parcours de l'assistance médicale à la procréation. Pour commencer, il faut obtenir des embryons. D'un coup sec, le flagelle du spermatozoïde est brisé. Un seul spermatozoïde est injecté au sein même de l'ovocyte. Cette technique de fécondation, appelée ICSI, est utilisée pour ne pas fausser les futures analyses génétiques par la présence d'autres spermatozoïdes. Sur les embryons obtenus à partir de la fécondation in vitro, on va pouvoir réaliser une analyse génétique et donc trier les embryons en fonction des embryons porteurs de la pathologie ou non porteurs. Le diagnostic préimplantatoire est encore dans le domaine de la recherche. D'un long apprentissage dépend le succès de l'acte. Sous l'optique du microscope, un embryon de 3 jours, avec ses 8 cellules, est maintenu en place par la pipette de contention. Un faisceau laser entaille la membrane de l'embryon. Délicatement, on prélève 2 cellules sur les 8. On considère, d'après les expériences qui ont été réalisées aussi bien chez l'homme que chez la souris, qu'on peut prélever ce qu'on appelle un quart de la masse de l'embryon. Donc généralement on travaille sur des embryons à 8 cellules, on peut prélever à ce moment-là 2 cellules sans affecter le potentiel de développement de l'embryon. Nous rentrons là dans le monde complexe des dernières techniques d'analyse génétique. Les analyses effectuées sur ces cellules peuvent révéler des mutations de gènes responsables de maladies comme la mucoviscidose et la maladie de Huntington par exemple, ou bien détecter des maladies liées au chromosome X, c'est-à-dire au sexe, telles que l'hémophilie A ou la myopathie de Duchenne. Pour déterminer le sexe de l'embryon, la technique utilisée a pour nom FISH. Elle consiste à détruire la membrane de la cellule par un bain acide. Le noyau qui contient les chromosomes peut alors être isolé. Après la préparation du noyau, l'observation rend son verdict. Là, on voit donc la cellule embryonnaire qui a été analysée d'un des embryons. Et la sonde X est marquée en rouge. On voit 2 spots rouges, ce qui signifie que c'est un embryon XX, donc de sexe féminin. En cas d'hémophilie A, par exemple, seuls les embryons de sexe féminin seront implantés dans l'utérus de la mère. Ceux de sexe masculin seront détruits. Voilà, je vais simplement mettre chaque tube. Ensuite, je vais secouer ma plaque et je vais la mettre dans la machine.
Autre technique d'analyse génétique, la PCR, basée sur l'amplification de l'ADN. L'ADN, contenu dans le noyau, est le support de l'hérédité. Alors dans cette machine se trouvent les cellules et cette machine va servir à amplifier la mutation qu'on recherche pour la maladie aujourd'hui Huntington. Et on va pouvoir identifier après sur le séquenceur automatique. La mutation, signature de la maladie, sera amplifiée à la même échelle que l'ADN. Aujourd'hui, on ne sait détecter qu'une dizaine de maladies, d'où la nécessité de développer de nouveaux tests. Cependant, malgré l'avancée de ces techniques, la législation n'autorise la recherche que d'une seule maladie par couple demandeur. Alors, les résultats Une lecture attentive des courbes révèle si l'embryon est indemne de la maladie ou ne l'est pas. On va se retrouver avec des embryons de 3 catégories, les embryons sains, les embryons porteurs sains et les embryons atteints. Et on va transférer aussi bien les embryons porteurs sains que les embryons sains. On a plusieurs raisons de ne pas éliminer les embryons porteurs sains. La première, c'est qu'on se mettrait à faire de l'eugénisme et qu'il n'y a aucune raison d'éliminer ces embryons. Ils sont sains, comme vous et moi. Il faut savoir qu'on est tous porteurs d'au moins 5 ou 6 anomalies génétiques. Donc on est tous des porteurs sains. Et l'autre raison est une raison aussi pratique, c'est qu'on a généralement à la fin du diagnostic préimplantatoire peu d'embryons à transférer et notre objectif est d'avoir une grossesse. Et donc on va transférer de préférence les embryons de meilleure qualité, les meilleurs embryons, ce qui augmente la chance d'avoir une grossesse. La limite entre un tri justifié des embryons et l'eugénisme est là, et que s'il y a pathologie et pathologie grave, on est dans une pratique acceptable du diagnostic préimplantatoire. Dès qu'on répond à une notion culturelle, religieuse, voire individuelle, mais à ce moment-là, ça sera de l'eugénisme individuel. On est dans une frontière qui devient inacceptable. Après beaucoup d'hésitations de la part des législateurs français, le diagnostic préimplantatoire est autorisé depuis juillet 1999. Il se pratique à Schiltigheim depuis octobre 1999. À terme, 150 à 200 couples par an se soumettront à cette technique dans seulement 3 centres agréés en France. Pour ces couples, l'accomplissement du désir d'enfant ne sera pas toujours réalité. Le taux de réussite dépend de celui de la fécondation in vitro et du faible nombre d'embryons transférables. Au mieux, une chance sur 4 à chaque tentative.